Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. À l'occasion de la 48e émission de Valeurs, j'ai l'occasion d'inviter un invité très spécial, une figure du monde politique, très connu des conseils en gestion de patrimoine, très connu des banquiers, très connu des clients. Bonjour Monsieur de Rebien. Bonjour cher Monsieur le Président. Vous avez été effectivement ministre du Logement, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Transports. Vous avez créé un dispositif qui a été très connu, donc, qui s'appelle de Rebien, éponyme. Qu'est-ce qui a été donc, le moteur pour réaliser ce dispositif, d'abord? Et puis, je crois que vous avez été titulaire d'une capacité en droit. Comment est-ce qu'un tel législateur part avec une capacité de droit et être pratiquement le ministre qui a le plus légiféré en matière donc des ascenseurs, je crois, sécurité des ascenseurs, en matière des avions, sécurité aérienne et en matière du logement. Des piscines, de l'aménagement du temps de travail, enfin on pourra parler comme ça. Mais d'abord c'est ma longévité, je suis un vieux monsieur, par conséquent j'ai eu le temps de faire des choses, un peu. Et puis d'autre part c'est la passion, parce que si on n'a pas de passion, on ne fait pas grand-chose et on est statique. Donc ma passion en faveur du logement. Comment j'ai acquis cette passion en faveur du logement? Parce que j'étais maire d'une ville, maire d'Amiens. Et étant maire d'une ville, on perçoit les besoins qui s'expriment dans la population. Vous êtes automatiquement, en tant que maire, président de la société d'HLM, donc vous connaissez un peu le secteur du logement social. Et puis, vous avez des demandes des administrés qui viennent vous voir à vos permanences. Et vous ressentez que vraiment le logement, c'est peut-être la première demande dans une ville qui s'exprime auprès des élus. Et donc, il faut être à la hauteur. Peut-être aller trop vite en besogne, Monsieur le ministre. Je crois que vous avez donc dans vos ascendances une noblesse de robe, n'est-ce pas? Et est-ce que le terme ni vanité ni faiblesse a été quelque chose de constructif pour votre état d'esprit? Ni vanité ni faiblesse, qui était, je crois, la devise de votre famille. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, mais vous avez raison. Il se trouve que je suis né dans une famille très ancienne, puisqu'elle a plus de 700 ans, et que c'était la devise de la famille côté paternel. Alors, c'est une devise un petit peu, finalement, vaniteuse. Parce que dire qu'on va essayer toute la vie de ne pas avoir de vanité, de ne pas avoir de faiblesse, je pense que c'est un bel objectif, mais pour l'atteindre, c'est compliqué. Je préfère presque la devise côté maternel. Ma maman s'appelait Depas, PAS. Et sa devise, c'était « pas à pas, passons ». Et je trouve que c'était très, très modeste, ça. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, si c'est possible, mais on passe. C'est-à-dire qu'on est quelque chose d'un peu fugace. Vous voyez bien que cette émission se déroule en 3 temps, homme, projet, structure, parce que c'est la relation très dynamique d'une entreprise et que, quelque part, vous avez aussi une entreprise. C'est pour ça que j'ai commencé par l'homme. Et quand je commence par l'homme, effectivement, je me pose la question de savoir si votre aïeul, celui qui est mort sur le front, à 65 ans et qui a décidé d'aller rejoindre un bataillon, est-ce que ça, c'est pas ni vanité ni faiblesse? C'est un acte de bravoure, mais vous savez, il y en a qui ont été soulignés et écrits dans des livres, et puis il y en a beaucoup qui sont inconnus et qui sont tout aussi merveilleux. Par conséquent, j'en tire pas évidemment vanité que d'avoir un aïeul qui a fait des choses bien. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont fait des choses bien. Puis il y en a aussi d'ailleurs qui ont fait des choses moins bien. Il y a quelques années à la télévision, il y a eu une sorte de petit film en séquence qui décrivait un de mes aïeux qui avait fait beaucoup de bêtises en Bretagne. Donc vous savez, voilà, la famille, qu'on soit d'un milieu tout à fait modeste, rural, urbain, le cas échéant, Aristo, on est en République, je vous le rappelle, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est le sens un peu qu'on donne à sa vie et le sens que l'on donne aussi à sa vie à travers les autres. Donc voilà, c'est vrai que j'ai reçu une bonne éducation et j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu toutes les épreuves à surmonter que d'autres ont connues. Je pense à vous, d'ailleurs. Et par conséquent, j'ai reçu une très bonne éducation dans de bonnes écoles. À mon avis, je n'ai pas été un très bon élève par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Et j'ai essayé de me rattraper un petit peu après. Vous avez été un fort législateur. Et
on va revenir donc au projet, donc le législateur que vous êtes. Comment est-ce que vous est venue cette formidable idée, qui était révolutionnaire à l'époque, de permettre d'amortir finalement la valeur d'un bien sur ses revenus? Est-ce que c'est l'Allemagne qui nous a donné cette idée? Alors, non, ce n'est pas tellement l'Allemagne, mais je sais qu'en Allemagne, il y avait des dispositifs qui étaient assez comparables. Oui. Non, c'est d'abord le constat. On avait, à l'époque, on était en 2002, on avait une traîne de 290 000 logements par an. Et je me souviens de cette phrase de l'abbé Pierre, tant qu'on ne construira pas 500 000 logements en France, on n'atteindra pas nos objectifs pour loger tout le monde. Et ça me travaillait. Et pour tout vous dire, avec ma formation de maire d'Amiens, et quand j'ai reçu un coup de fil du Premier ministre, nommé 2 jours avant, il s'appelait Jean-Pierre Raffarin, un mardi matin, chez moi à 8 h, me disant « Gilles, je te propose le ministère du Transport, le ministère de l'Équipement, le ministère du Tourisme, etc. » Et la maire, je ne lui ai pas dit merci. Je lui ai dit « Et le logement ?» Et je crois qu'il l'avait promis à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai entendu un silence. Et puis il m'a dit « Le logement, pourquoi tu veux le logement ?» Je lui ai dit « Parce que je suis passionné et je crois que j'ai appris quelque chose, enfin pas mal de choses, à travers ma fonction de maire. » Il a dû hésiter parce que dire à quelqu'un d'autre que je crois connaître, tu ne l'auras plus, dis donc, je t'ai téléphoné il y a un quart d'heure, je t'ai promis le logement, il y en a un autre qui va l'avoir. Bon, ça posait peut-être un petit problème, c'était son affaire. Et il m'a dit d'accord pour le logement. Mais je lui ai montré que j'étais vraiment très, très passionné par ça, que j'avais des idées. Et moi, je vais vous montrer que je suis passionné par ça et que je veux avoir réponse à mes questions à ce niveau-là. Je me pose la question de savoir comment on fait pour obtenir les informations nécessaires à la prise de décision dans un domaine comme le logement, qui est très important, qui est crucial. Mais quand vous êtes dans un ministère, d'abord, l'apprentissage, encore une fois, de l'élu local. Et je regrette qu'il n'y ait plus le cumul de l'élu local de base avec des fonctions parlementaires ou ministérielles. Eh bien, je vous dis que déjà, l'apprentissage vous sensibilise au logement et vous apprend beaucoup de choses. Et puis ensuite, si vous avez cette volonté et que vous recrutez vous-même un cabinet ministériel dans lequel vous faites confiance à un directeur de cabinet et vous avez 2 ou 3 très grands spécialistes du logement, là j'avais en l'occurrence Alain Lecomte, qui a très bien marqué son passage dans ce ministère, eh bien écoutez, vous faites conseiller. Le ministre, il ne sait pas tout, il a des envies, il a des objectifs, ou il se fixe des objectifs. Ensuite, il dit aux autres, chacun son rôle, moi j'impulse, et vous me dites comment on fait. Et donc, à partir du moment où ces deux tendances se rencontrent, on obtient des objectifs. On est passé de 292 000 logements. En 2006, quand j'ai quitté le ministère, on était à 464 000, je crois, d'après Internet. Et on n'a jamais atteint les 500 000. Je vais vous prendre un mot alors. Oui. Comment est-ce que la Cour des comptes, d'un côté, et l'Inspection générale des finances, de l'autre, peuvent avoir des analyses à ce point divergentes? La Cour des comptes qui nous dit l'IMO, ça rapporte 34 milliards d'euros, et l'Inspection générale des finances qui nous dit ça coûte 2 milliards. Là, ils ne s'entendront jamais. Pourquoi? Parce qu'à Bercy, ils ne comptent que les dépenses et jamais les recettes. Alors, ils ne peuvent pas avoir des chiffres. Et c'est vraiment anti-économique ce qu'ils font. C'est-à-dire que le logement, pour eux, c'est un coût. Un coût à travers les APL, un coût à travers les déductibilités fiscales. Mais s'ils n'avaient pas contraint certains gouvernements, bien avant moi, bien avant les nôtres, par exemple à supprimer l'abattement de 20% sur les revenus locatifs des années, je ne sais pas, 90 peut-être, 86, 86. Eh bien, on n'aurait pas été dans les années 2000 à se plaindre qu'il n'y avait plus que 290 000 constructions de logements en France. Car Bercy a fini par gagner une bataille en disant les abattements sur les loyers, c'est pas normal, il faut me supprimer ça, ça sert à rien. Eh bien, ils ont supprimé, puis on s'est aperçu que la construction plongeait. Alors on se dit, quand la construction plonge, il faut trouver des moyens des accélérateurs, des boosters, des fusées, quelque chose pour le propulser. Et à ce moment-là, on invente des dispositifs. Il y a eu Meignery qui a essayé, il y a Besson qui a essayé, il y a Quilles qui a essayé, il y a MaPomme qui a essayé, puis il y en a d'autres après, puis aujourd'hui ça marche bien.
Mais on est obligé de réinventer quelque chose qui est un peu plus compliqué, alors qu'avant c'était si simple. Si simple. Donc je trouve vraiment dommage d'être, je ne dis pas sous la coupe de Bercy, mais je vous assure que c'est pesant. Et je vais vous raconter comment... non, j'ai le temps de vous raconter. Non mais, le dispositif dit Robien. Ce dispositif, je l'ai arraché à la fin d'un dîner avec Francis Maire, ministre des Finances à l'époque. Moi, je disais à Matignon, je veux mettre un dispositif, etc. Et donc, je criais et je disais à Francis Maire, je ne suis pas d'accord, je veux mettre un truc, ça va te coûter un peu d'argent, mais ça va t'en rapporter beaucoup. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et un jour, Francis me dit, il faut qu'on dîne ensemble. Parce que Raffarin était plutôt de mon côté, Premier ministre. Et donc, Francis Maire vient avec son directeur de cabinet au ministère, dîner un soir. Et moi, j'étais avec mon directeur de cabinet, Pierre Graff, qui ensuite était le grand patron d'ADP, type formidable. Et je me suis battu pendant tout le dîner en disant il faut relancer le logement, c'est de l'emploi, c'est de la ressource, c'est du PIB, c'est tout ça. C'est évidemment du social. Tu comprends? Ah ouais, mais c'est de la dépense. Et combien ça va nous rapporter, dit Francis? Ça va nous rapporter. Enfin, quand nous rapporter à la collectivité nationale. Et donc, je le raccompagne dans l'escalier. Il me dit, bon, Gilles, finalement, qu'est-ce que tu veux? Je veux mon dispositif. C'est clair, je veux mon dispositif. Mais Francis, je comprends, toi, tu es dans ton rôle. Ben, c'est simple. Si tu veux, dans 1 an, on fera les comptes. On fera vraiment les comptes. Et au bout d'1 an, on se voyait tous les mercredis, au Conseil des ministres, forcément, un quart d'heure avant, on se prend un café avant que le président de la République arrive. Et... je dis à Francis, dis donc, maintenant on fait les comptes. On va faire les comptes, puisque ça a bien démarré, il y a peut-être 10 000, 20 000 déjà, construction, etc. On va... Ah oui, tu as raison, je vais demander ça à mes services. 15 jours après, même question. 1 mois après, même question. 3 mois après. Le ministre des Finances n'obtient même pas les chiffres de ses services à Bercy. Alors qu'est-ce qu'il commande? Pourtant, il est une très grosse personnalité. Francis Maire, c'est un homme que j'admire et que j'aime beaucoup. Eh bien, même lui n'arrivait pas à avoir une addition et une soustraction entre le coût. C'est vrai. Et quand je dis un coût, c'est un peu moins d'impôts. Donc, c'est pas un coût, c'est une baisse d'impôts. Enfin, c'est une baisse de recettes quand même pour l'État par rapport à une situation précédente. Eh bien, il n'arrivait pas à avoir cette simple addition-soustraction. Ça me rappelle un jour un Premier ministre. J'étais patron d'un groupe de 210 députés, donc j'étais la moitié de la majorité. Et le Premier ministre me dit, Gilles, tous les mardis matins, je voyais le Premier ministre en tête-à-tête, sans collaborateur. Gilles, on va supprimer, réduire le RMI, le RNSA, etc. C'est fini, ça nous coûte trop cher. Je lui dis, très bien, ça coûte trop cher. Tu veux faire un calcul sur, entre ce que ça coûte aujourd'hui, et ce que ça coûterait si tu supprimes. Hein? Oui, pourquoi tu dis ça? Parce que, voilà, j'ai une idée là-dessus. Ah oui, mais bon, etc. Tu te demandes à Bercy. Ben lui, Premier ministre, n'a jamais obtenu le calcul de Bercy. Car quand vous supprimez un RMI, vous en faites un chômeur. Quand vous avez un chômeur, vous avez forcément d'autres indemnités, le minimum ceci, le minimum cela, etc. Par conséquent, on a vraiment un pays, je vous assure, je dis ça sans acrimonie, j'ai nagé dans le bonheur quand j'étais dans le public, dans la politique, ce que je considérais comme la vraie politique, la vie de la cité. Eh bien, on a quelques bloquantes qui sont des gens sachant tout et empêchant presque tout. Je me permets, merci infiniment pour cette belle analyse, mais justement, je vous en serai. On a effectivement un sachant qui a écrit un opus qui s'appelle Capital et inégalité. Ce sachant, il s'appelle Thomas Piketty. Et il prétend qu'il voit de l'inégalité partout. J'aimerais avoir votre analyse là-dessus, s'il vous plaît. En l'occurrence, il souhaiterait remettre en cause le droit de propriété, en faire une propriété temporaire, et obtenir cette temporalité en mettant en œuvre un barème très fortement progressif, jusqu'à 100%, au bout de 4 ou 5 ans. Du coup, on aurait un changement des changements de cycles patrimoniaux, donc tout le monde serait content, et il n'y aura plus d'inégalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord,
il a le droit de pousser des hypothèses comme celle-là. C'est toujours intéressant de pousser une hypothèse dans son extrême. C'est une hypothèse extrême. Parce que dire qu'il va, par des mesures comme celle-là, supprimer les inégalités, c'est effectivement complètement excessif. L'inégalité, elle existe dans la vie. Et la collectivité, elle est là pour réduire les inégalités, tout en permettant à chacun de s'exprimer et de cultiver au maximum ses chances, de cultiver ses talents. Hein. Donc là-dessus, vouloir réduire absolument les inégalités, c'est quelque chose qui me paraît complètement excessif, qui me paraît ensuite démotivant pour la personnalité. On a besoin de stimuli. Et je crois que si on commence à dire on va mettre tout le monde sous une même toise, il faut que personne ne soit propriétaire, etc. Bah, vous savez, les sociétés comme ça, je veux dire, on a presque déjà donné dans l'Union soviétique ou dans des pays comme ça, bon, et c'est pas là où ils sont le plus stimulés. Je pense qu'il y a même une question morale, c'est qu'on a le droit d'avoir aussi la récolte de ses talents. Mais les inégalités, qui sont des inégalités, par exemple, qui peuvent être physiques, intellectuelles, de naissance, de ceci, alors ça, l'État est là pour essayer de les amoindrir. L'État le fait assez bien dans le système de la santé, hein, je pense. Dans les aides sociales, un peu moins bien. Mais je pense que ceux qui cultivent des idées comme celle de Piketty, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on a beau dire que les inégalités sont inévitables et stimulantes, je pense quand même qu'il y en a qui commencent à irriter sérieusement les gens de bonne volonté. Parce qu'il y a quand même des inégalités qui sont, voilà, je veux bien de 1 à 10, voire de 1 à 100, de 1 à 1000, mais quand tout s'accumule dans les mêmes mains, et que, j'allais dire, si ça ne faisait pas de tort aux autres, mais que la différence, c'est que d'autres, qui n'ont pas les mêmes chances de naissance, de famille, de formation, etc., ont des vies plus que, comment dire, indécente. Hein. Il faut admettre que notre société lutte insuffisamment contre les trop grandes inégalités qui sont des véritables injustices. Absolument. Sur le front de l'immobilier, pour revenir à l'immobilier, n'y a-t-il pas des fossoyeurs de l'immobilier aujourd'hui, des gens qui considèrent que c'est un actif qui doit être stigmatisé, c'est un actif qui doit être combattu, alors même qu'on est dans l'immobilier, on grandit dans l'immobilier, on vit dans l'immobilier, on meurt dans l'immobilier. Je veux dire, parler d'un actif stérile, ça me semble assez ahurissant. Mais ce n'est pas un actif stérile, c'est au contraire un actif. Écoutez, en France, vous savez déjà que l'immobilier, c'est quand même 1 emploi et demi à 2 emplois par logement créé. Un emploi, c'est précieux aujourd'hui. Il y a encore toujours plus de 8% de chômeurs en France. Ensuite, c'est un toit. Un toit, c'est quand même quelque chose à la fois d'intime et de prometteur pour un foyer, une famille, une descendance, etc. Donc, c'est un rôle éminemment économique, puisque c'est du PIB. C'est un rôle éminemment social, parce que être logé, c'est évidemment un rôle social. C'est un rôle fiscal, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Je dirais qu'aujourd'hui, ça rapporte trop d'argent, parce que quand vous êtes imposé avec CSG, CRDS à RDS, 17, oui, mais plus 40, hein, d'accord, plus 30, 41, 45. 41, oui. Oui, d'accord, vous pouvez donc avoir 41 plus 17. Donc quand vous avez 60% d'imposition, pourquoi ces revenus-là sont imposés à 60, quand d'autres sont imposés à 30. C'est de l'économie aussi, le logement. C'est de l'économie aussi. Et les gouvernements s'inquiètent toujours quand la production de logements baisse, et quand elle est florissante, ils s'inquiètent tout autant en disant c'est pas bien, c'est pas de la vraie économie. Moi, je trouve que c'est complètement, ils marchent à côté de leur pompe. Il faut être réaliste. Vous savez qu'aujourd'hui, la construction, toute construction confondue, c'est 8% de notre produit intérieur brut. L'industrie, c'est, hélas, ce n'est plus que 12. Alors, vous vous rendez compte, on a besoin de la construction. Et donc, il faut la soutenir. Et à force de lui taper dessus, on va dégoûter les souscripteurs éventuels. Je vais changer de registre. Nous sommes le 14 janvier 2020.
Dans 6 mois auront lieu les Jeux Olympiques. Êtes-vous sportif? Peut-être pas assez, mais je pratique la marche à pied. Alors je fais un sport que personne, que vous ne comprendrez pas si je le cite. Je chasse. Parce que je suis un rural. Moi, je suis un paysan, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, mais je suis un vrai paysan. Et je revendique d'être paysan. Donc vous savez, c'est comme quand on est formé dans une famille de paysans où on chasse. Comme ça, je suis en botte tous les dimanches, tous les samedis, avec les gens mon petit patelin, là. Eh bien, oui, on fait de l'exercice physique. Alors, c'est pas vous, hein. C'est pas de la lutte, c'est pas du judo, c'est pas de tout ce que vous avez fait de merveilleux. Mais c'est quand même un peu, voilà, je me remue un petit peu et je fais un petit peu de sport, mais pas assez. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux athlètes qui vont se rendre pour conquérir, glaner l'or olympique à Tokyo? Je leur dirais de prendre votre exemple, mais je leur dirais aussi qu'à travers le sport, ils vont devenir, ou ils sont déjà eux-mêmes exemplaires. Et donc, quelque part, ce qu'ils vont faire à Tokyo, qui donne d'abord le meilleur d'eux-mêmes, on va les regarder, qu'ils s'inspirent de parcours comme le vôtre, parce que c'est un parcours particulier avec des handicaps particuliers et une réussite exceptionnelle. Et donc, qu'il faut toujours y croire, toujours avoir cette foi et cette tripe, ce mental, comme vous dites dans le sport, non? Vous dites ça, le mental dans le sport. Et puis, quel que soit le résultat, qu'ils ne désespèrent jamais. Donc, que le sport, ça n'est pas tout dans la vie, mais c'est quand même tellement exemplaire pour les autres qu'ils sachent qu'ils sont quelque part miroirs pour une jeunesse, et qu'après le sport, qu'ils répandent autour d'eux les valeurs du sport auprès de la jeunesse. À Amiens, j'avais fait venir un Amiénois, donc je ne sais pas faire venir, il était là. Celui qui a fait le tour du monde en bateau, tout seul, en solitaire. Van der Heide, Jean-Luc, type extraordinaire. Et je lui avais demandé de faire le tour des écoles pour expliquer ce qu'il avait fait. Et quand il est reparti pour battre le record du monde, eh bien, il était en liaison, pas permanente, mais avec des trucs, avec les écoles dans lesquelles il était, pratiquement toutes les écoles d'Amiens. Et on suivait son périple. Et même au conseil municipal, on interrompait le conseil municipal, on faisait une petite liaison avec Jean-Luc, qui nous disait « je suis là, j'ai je sais pas quoi, des creux de machin, de 5 mètres, etc. Mais je pense à vous les Amiénois, et je me bats pour vous, j'espère vous apporter une victoire. » Eh bien, je pense que c'est ça, la valeur exemplaire du sport que vous nous avez si bien apporté. Pour conclure cette émission, je vous demanderai de regarder cette caméra et d'indiquer quelles sont les valeurs qui portent votre combat, si on peut parler de combat, en tout cas politique, et les valeurs qui vous portent. C'est une question très difficile. Parce que, d'abord, quand on me parle des valeurs, j'aime pas beaucoup ça, parce que les valeurs, on pense aux valeurs monétaires. Non, c'est la valeur. Et moi, elle a attendu le nombre des années, parce que j'étais un sale gamin qui ne travaillait pas trop en classe et qui a voulu un petit peu se racheter. Et quelque part, mes parents me disaient « rends-toi utile ». C'était un peu la ligne « rends-toi utile ». Et donc, bien sûr que mon métier me plaisait, j'étais assureur. Mais après mon métier, pendant mon métier d'ailleurs, j'ai eu envie, dans une ville qui était en train de péricliter, on va dire ça comme ça, j'ai eu envie de me rendre utile avec mon épouse. J'ai dit où on s'en va, où on conquiert. Et donc c'est vraiment, peut-être par ambition, entre guillemets, personnelle, mais pas tellement une ambition personnelle, ça s'exprime dans d'autres villes qu'Amiens, le cas échéant, mais surtout par désir d'apporter quelque chose à une population parce que je lui paraissais redevable de ce qu'elle m'apportait aussi. Elle m'apportait mon métier, elle m'apportait ma possibilité de vivre correctement. Et donc oui, ma conquête politique, elle était comment je peux aider une population à se sortir d'une difficulté que, pardonnez-moi de faire de la politique, que 2 décennies de communistes avaient terriblement handicapé. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Ensuite, c'est pas parce qu'on aime ça qu'on a moins de mérite, c'est le goût aussi qui vous apporte à ça. Et donc les valeurs qu'il faut porter, c'est d'abord la sincérité. Il ne faut pas s'engager, par exemple, dans la vie publique parce qu'on a envie d'être sur une affiche. C'est quelquefois même un petit peu pénalisant vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants.
J'ai eu des tours avec ça. Mais c'est surtout le goût d'apporter quelque chose. Et donc j'espère avoir tout simplement au cours de cette séquence publique qui a duré de 1986 député jusqu'à 2007 maire d'Amiens et membre du Parlement, j'espère simplement avoir apporté localement dans ma ville, puis aussi à travers quelques lois, la sécurité routière, j'ai la prétention d'avoir économisé en vie humaine une ville comme Saint-Quentin, vous voyez, 50 000, par des mesures que M. Chirac, que Jacques Chirac, le président Chirac, m'a permis de prendre. Et donc, voilà, j'étais très impopulaire. Les radars, c'était très impopulaire. Mais avoir été chargé des sécurités routières et d'avoir pris des mesures, ça apporte de l'efficacité. Alors oui, je pense que dans la démarche politique, avant tout, il faut de la sincérité. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Plaisir.